Et bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Bonjour Frédéric, je vois que vous êtes en live, bien arrivé. Bonjour Aymeric, oui, très bien. C'est la 15e édition en live de votre journée du CSE, l'événement incontournable des élus, toutes celles et ceux élus et chefs d'entreprise qui souhaitent obtenir des informations, poser les questions et répondre, trouver des réponses à leurs questions du coup sur des enjeux du comité social et économique des entreprises. Notre but, c'est toujours le même pour cette 15e édition, je me répète, mais du moins je prends plaisir à me répéter. Je prends toujours plaisir à pouvoir vous accueillir en live. Notre but, c'est de pouvoir vous donner des clés de compréhension sur des enjeux qui font l'actualité, qui font votre quotidien au sein des instances. Mon but, c'est donc de donner la parole à des experts qui ont une expertise, une vision à partager. Nous sommes un média web, la journée du CSE. Je sais que vous commencez du coup à pouvoir le connaître. Vous avez l'habitude de participer en live. Notre but, c'est de pouvoir faire la lumière, le focus sur une expertise, un domaine d'activité qui fait votre quotidien et de pouvoir le traiter. On est ensemble pour cette 15e édition pendant 2 heures. Le format est identique à la 14e édition qui s'est déroulée au mois d'avril. Toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire que nous sommes en live sur LinkedIn. C'est un événement qui est interactif. Je me le répète également, mais on n'a pas la possibilité, malheureusement, contre-cœur, de pouvoir vous donner la parole en activant caméra, micro. On avait battu le record de participation sur l'édition précédente avec près de 120 personnes en live. Donc, si on active le caméra micro, vous avez peut-être l'habitude de faire des réunions, c'est compliqué. Cependant, sur LinkedIn, vous avez la possibilité de nous poser vos questions directement. Vous avez à la suite, en dessous de l'événement, vous avez un onglet, vous avez un espace qui est dédié aux commentaires. C'est un espace du coup qui est libre pour vous pour poser vos questions. Frédéric s'est organisé en amont pour pouvoir traiter au fil de l'eau un petit peu vos questions en fonction de son intervention. On a 2 heures ensemble, je vous le disais. Frédéric ouvre le bal de cette 15e édition avec un sujet sur les consultations, les droits de consultation des élus dans le cadre de leurs instances. On prendra ensuite, à partir de 15 heures, je vous dis ça, mais peut-être déborder un petit peu plus puisque Elisabeth est en formation aujourd'hui avec un emploi du temps chargé. Mais en tout cas, Elisabeth se chargera de prendre la suite pour 1 heure d'intervention, cette fois-ci sur la mise en conformité des CSE. Un sujet qui, là aussi, fait l'actualité. On aura le temps d'en évoquer grandement les grandes lignes, mais voilà, il y a quand même eu 42 condamnations sur l'année 2023. Peut-être que vous avez suivi ces actualités-là. 42 condamnations de la CNIL pour une non-conformité aux règles RGPD. Donc, c'est un sujet qui est très important. Le CSE manipule des données sensibles. Donc, vous le verrez, c'est assez à la fois éloquent et très intéressant. J'accueille donc Frédéric, qui a préparé en amont une intervention sur le droit des CSE en matière de consultation. C'est un sujet qu'on avait rapidement évoqué l'année dernière, avec une intervention également avec un juriste. Je laisserai Frédéric se présenter, mais on a cette un petit peu casquette de juriste qui est assez intéressante. Il intervient depuis très longtemps auprès des CSE. Frédéric, je vous laisse vous présenter. On est ensemble pendant 1 heure. Je vous le rappelle, un espace donc interactif pour vous, pour poser vos questions. Et vous allez voir, le diaporama qui a été préparé est assez costaud, solide. Je vous le dis en amont, comme ça on évite les questions dans les commentaires, c'est-à-dire que ce PowerPoint, ce format, du coup, sera disponible pour vous par mail à la suite de l'intervention. Donc, vous pourrez le récupérer. Je vous encourage, en tout cas, à pas trop porter l'attention sur les slides, mais bien porter l'attention sur Frédéric. Il y a beaucoup de choses à vous raconter. C'est un sujet qui est pas forcément, peut-être complexe pour vous, mais vous allez voir, il va le vulgariser très bien et vous repartir avec des clés pratiques à appliquer au quotidien. Merci du coup d'être participant, merci d'être présent, merci de participer sur cette édition. Frédéric, je vous donne la parole. Merci pour la présentation, Aymeric. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Après des études de droit, j'ai commencé une première partie de carrière dans les ressources humaines pendant 10 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu me rendre compte que les élus, malgré toute leur bonne volonté, leur application, avaient besoin de soutien et d'aide. Donc, comme le disait Aymeric, ça fait un certain nombre d'années, 16 ans très précisément, puisque ça a commencé en juin 2008, que j'ai commencé à travailler pour les CSE. Le but étant, à travers le conseil, de les aider bien sûr sur l'analyse juridique, mais d'aller plus loin et d'aider au quotidien les CSE, tant sur les réunions de CSE que sur d'autres sujets qu'on prépare, d'après travailler un argumentaire et voir sur quels objectifs on peut aller défendre envers l'employeur. Et du coup, en complément de ça, puisque c'est nécessaire, il y a les formations. Et l'idée de ce webinaire, c'est ce que disait Aymeric, la consultation du CSE. Même si les grandes trames n'ont pas bougé depuis le départ, il y a quand même eu de nombreux ajustements, surtout depuis la loi travail. Et donc, le webinaire a été construit de la façon suivante. On va passer ensemble tous les grands thèmes.
Je vais vous l'expliquer oralement. Par contre, j'ai mis volontairement beaucoup plus de détails qu'on peut trouver dans un webinaire classique, puisque l'idée, c'est qu'à l'issue du webinaire, vous ayez un document qui soit exploitable, duquel vous puissiez tirer des informations. C'est-à-dire de la même manière que je le fais dans les formations, quand je vous parle de jurisprudence ou de texte du Code du travail, vous avez le détail complet qui permet de vous appuyer dessus par la suite. Et donc, on va pouvoir maintenant se lancer. Il est là. Eh bien, c'est parti. Alors, pour commencer, puisque, bon, là, vous retrouvez bien évidemment mes coordonnées, puis ce que je fais pour les CSE. Quand on parle de CSE, il faut savoir, comme là, on n'est pas dans une formation, je ne connais pas tous vos niveaux, on fait un petit préambule pour que tout le monde parte avec les mêmes bases. Ça fait partie des attributions économiques du CSE. Et c'est tout simplement le Code du travail qui nous le dit, puisqu'on a un article qui est si vous en avez un à retenir dans tout le webinaire, c'est celui-ci, c'est le L2312-8. Alors, c'est un des rares que je vais vous lire, rassurez-vous, mais il est vraiment important. On nous dit que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente, c'est-à-dire même en dehors des réunions, de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise, l'organisation du travail, la formation professionnelle et les techniques de production. Donc, ce qui recouvre quand même à peu près toute la vie de l'entreprise. Et on a rajouté après une petite virgule au regard des conséquences environnementales. C'est suite à la loi environnement d'il y a 2 ans où on a cherché à intégrer les CSE là-dedans. Donc là, c'est vraiment la première partie qui fonde votre légitimité à agir. Le Code du travail précise que vous êtes là sur tous ces domaines pour représenter et défendre les salariés. Et après, on y reviendra, il y a une deuxième partie qui nous détaille tous les sujets qui doivent donner lieu à consultation. Alors, juste avant qu'on soit dans le vif du sujet sur la partie de quand et comment doit se faire une consultation, le prérequis, parce que c'est quand même très important, une fois que vous venez d'être élu au CSE, l'employeur doit vous remettre une documentation économique et financière. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas vous la détailler, vous pourrez le lire, mais globalement, on va vous donner l'organisation de l'entreprise, les perspectives du marché présentes et à venir pour les 6 mois, ainsi que les effectifs de l'entreprise qui vont aller en face à l'instant T et pour les mois à venir. Et pourquoi c'est important? Parce que avant de parler de consultation sur des projets, des choses qui arrivent, il faut déjà savoir quand on commence son mandat, où on met les pieds et comment ça se passe. Donc le Code du travail nous donne la liste de toutes ces informations qui doivent être données par l'employeur. Et à la suite, on nous dit, bien évidemment, comme c'est le cas depuis les ordonnances Macron, qui ont prévu beaucoup de thèmes qui sont soumis à des accords d'entreprise, vous avez la possibilité de modifier, notamment donc, la documentation qui vous est remise après l'élection, et d'en prévoir le contenu. Alors moi, je dis qu'une chose, effectivement, si c'est pour rajouter du contenu ou préciser les modalités de transmission, c'est une très bonne chose. Si c'est pour en réduire le montant, il n'y a aucun intérêt quand on négocie, c'est pour faire mieux. Même si légalement, vous avez la possibilité de supprimer des parties dans cet accord d'entreprise. Autre point important, cette documentation, elle ne vous est pas remise au gré de l'employeur, mais elle doit vous être donnée 1 mois maximum après l'élection. En général, ça se fait lors de la première réunion du CSE qui suit l'élection. Un autre point important, c'est que ce n'est pas laissé à la libre appréciation de l'employeur, puisqu'il y a déjà eu des décisions, et la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2006 nous a déjà dit qu'un employeur qui refuserait de donner cette documentation se rendrait coupable d'un délit d'entrave. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait dans certaines entreprises, pas toujours, c'est systématique et quelle que soit sa taille. Surtout que ces informations ne sont pas forcément dites sensibles, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à aller à l'encontre de cette obligation. Mais parfois, il y a des employeurs, en fait, c'est soit par méconnaissance, par paresse, entre guillemets, parce que ça fait encore un travail en plus à faire, ou parce qu'on estime qu'effectivement, il y a des informations. Il faut savoir, quand on parle d'organisation de l'entreprise, en général, il faut fournir un cabis, c'est un peu plus qu'un schéma avec un PowerPoint. Donc, parfois, les employeurs peuvent être réticents. Et un autre point qu'on ne trouve pas dans les dispositions légales, mais alors c'est pareil, issu de la pratique, parce que je l'ai rencontré, un employeur ne peut pas décider de ne pas remettre cette documentation pour la simple et bonne raison que tous les élus de la mandature précédente sont réunis. Déjà, il n'y a pas de texte qui lui permet, et que ce soit du côté employeur ou du côté CSE, à chaque fois, on doit se poser la question, quel texte me permet d'agir? Là, il n'y en a pas. Et deuxièmement, c'est logique au regard du but poursuivi par cette documentation, puisque l'idée, c'est de donner une information aux élus du CSE qui commencent leur mandat. Or là, même si on a exactement les mêmes élus, ça ne veut pas dire que l'organisation de l'entreprise et les perspectives du marché ne changent pas. Donc, c'est tout à fait logique. Dans tous les cas, on doit vous le fournir.
Maintenant, on va s'intéresser un petit peu pour comprendre un peu plus dans le détail comment marchent les consultations. Je vous ai mis, alors il n'y a pas à les retenir, vous aurez le temps de les voir, mais ce qu'on appelle la hiérarchie des normes par rapport au texte. Donc, on passe de la Constitution à la loi, les décrets, règlements qui, en fait, précisent les mesures d'application et de la loi. Après, les choses qu'on connaît bien en droit du travail, qui sont la convention et les accords collectifs, les accords d'entreprise, les accords d'établissement, et puis accords atypiques, c'est-à-dire signés avec un CSE et non pas des organisations syndicales, les usages, les engagements unilatéraux, pardon, et le contrat de travail. Tout ça sont des choses de droit pour un salarié et pour le CSE dans l'entreprise. Et la règle de base, c'est que quand vous avez une consultation, c'est la loi qui va déterminer dans quelle situation le CSE doit être consulté. À aucun moment, c'est l'employeur qui va décider, bah tiens, là, il faudrait peut-être que je consulte le CSE. Non, il y a des textes qui sont prévus. Et à partir du moment où on est dans le cadre du texte, il doit y avoir consultation du CSE. Même si on était dans l'hypothèse où, au contraire, le CSE dit, oh, gros, c'est pas très important, on ne va pas le faire. Non, c'est prévu par un texte, on le fait. Et épisodiquement, on peut avoir une convention collective ou un accord d'entreprise qui prévoit également que dans telle situation, on doit avoir une consultation du CSE. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ni l'employeur ni le CSE qui décide, enfin les élus, quand je parle du CSE, c'est bien un texte qui va vous préciser si on doit avoir une consultation du CSE ou pas. À partir de là, les consultations se classent en 2 thèmes. Il y a ce qu'on appelle les consultations périodiques. Donc, c'est les 3 grandes consultations que vous connaissez, celle sur les orientations stratégiques, celle sur la situation économique et financière et celle sur la politique sociale. À défaut d'accord, le CSE va être consulté tous les ans et on peut avoir des accords qui peuvent moduler la durée de la consultation en la mettant tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Ça, celles-là, elles sont fixes, c'est réglé. Et à côté, on a des consultations ponctuelles qui vont avoir lieu à partir du moment où le contexte qui est décrit dans le Code du travail se déroule dans votre entreprise, il doit y avoir consultation. Donc, je vous ai remis l'article du début qu'on redétaillera par la suite, le L2312-8, qui nous dit que chaque fois qu'il y a un changement dans l'organisation, la gestion, la marge générale de l'entreprise, il y a forcément consultation du CSE. Et même si on a eu de l'autre côté dans les orientations stratégiques déjà des bribes d'informations là-dessus, celle-ci, elle reste tout le temps. Et après, vous avez tous les textes particuliers, mise en place d'horaires individualisés, licenciement collectif économique, etc., etc. Tous les textes particuliers qui nous disent attention, dans telle situation, il doit y avoir une consultation du CSE. Sur l'article L2312 alinéa 8, organisation générale ou organisation sur la gestion et marge générale de l'entreprise, quels peuvent être les exemples liés à des... Alors très clairement, c'est tout ce qui touche à organisation et gestion. Donc ça peut être les horaires, le changement d'un outil de travail, les changements des bureaux, des services, des ateliers. C'est vraiment tout ce qui impacte l'organisation générale et la marche. C'est pour ça que c'est un article, mais on va y revenir tout à l'heure dans le détail, qui est le plus important, puisqu'il permet aux élus, si l'employeur traîne un peu des pieds ou qu'il n'en a pas conscience, d'amener sur le sujet, sur la table des consultations, toutes ces modifications qui vont impacter à minima les conditions de travail des salariés, si ce n'est leur vie. Okay. Alors, on va regarder ça dans le détail. D'abord, quand on parle d'information et de consultation, il faut savoir de quoi on parle. Donc, l'information, en fait, c'est une situation où l'employeur a l'obligation de donner des renseignements sur un point précis ou un domaine particulier. Et comme pour la consultation, ce n'est pas l'employeur qui décide de donner une info, c'est les textes qui lui disent. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'information périodique qui doit être donnée dans les entreprises de plus de 300 salariés tous les trimestres. Il y a une liste détaillée d'informations que l'employeur doit rendre. J'ai mis ça, tout d'abord, c'est important parce qu'il faut savoir ce qu'est une information pour après s'en servir pour la consultation. Et puis parce qu'il y a un point qui est parfois ignoré des CSE, même s'il n'y a pas d'avis à rendre sur une information, le CSE a le droit de formuler des vœux. C'est-à-dire quand il est informé de changements dans l'entreprise, il a cette capacité de ne rendre pas un avis, mais des préconisations, de poser des questions, de savoir comment ça va se mettre en place concrètement. Donc, ça n'a pas effectivement la même portée qu'un avis. Néanmoins, ce n'est pas dénué d'intérêt, dénué de sens. Donc, il faut le comprendre. L'employeur a d'ailleurs l'obligation d'y apporter une réponse. Tout à fait, oui. En fait, on va le voir. Alors, c'est surtout sur les consultations. Sur les vœux, il peut se contenter de répondre simplement puisqu'il est là pour donner une info. Ce qui est important, c'est sur la consultation. Il faut savoir que sur la consultation, la jurisprudence est venue compléter le Code du travail et en fait, on a des critères à respecter pour pouvoir dire effectivement la consultation a été faite. Donc déjà, une consultation, c'est une hypothèse où le chef d'entreprise, donc lui-même directement ou son représentant, va devoir recueillir l'avis du CSE avant de pouvoir prendre une décision. Alors, le premier critère, a priori tout le monde le connaît, mais c'est que la consultation, elle doit être préalable à la décision de l'employeur.
Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par décision? Je vous en ai mis la définition pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. C'est une manifestation de l'organe dirigeant. Donc c'est volontairement général, mais ça va être le conseil d'administration, le PDG, le DG, enfin toute personne qui a le pouvoir de prendre des engagements pour l'entreprise et qui va obliger l'entreprise à un engagement. Ça va avoir une incidence sur son organisation, sur sa gestion, sur sa masse générale. Donc à partir du moment où on parle de décision, il faudra bien consulter le CSE en amont. Je vais donner un exemple précis qui va parler à tout le monde parce que je l'ai vécu en entreprise. Il n'est pas toujours évident, effectivement, de formaliser que l'employeur a déjà pris sa décision avant de vous consulter. Sauf qu'il arrive parfois que l'employeur décide, par exemple, de changer de locaux et qu'il y ait des élus de CSE qui soient informés que la dédite du bail a déjà été donnée avant la décision de CSE. Là, clairement, on n'a pas respecté le process. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de pouvoir formaliser que l'employeur, en fait, in fine, a déjà pris sa décision. On va partir du principe qu'il joue le jeu. Donc, outre le fait que ce soit préalable, il faut que l'employeur vous donne des informations. Donc, c'est pour ça qu'on a vu avant ce que c'était une information qui soit précise, qui soit écrite. On ne donne pas des informations à l'oral, qu'on vous les donne suffisamment à l'avance pour que vous ayez le temps de les examiner, de travailler le sujet et effectivement de rendre un avis éclairé. Donc, vous pourrez relire dans le détail, j'ai reproduit les dispositions du Code du travail, justement, qui précisent le fait que l'information doit être dans un certain délai, précise et écrite. Le but, c'est que le CSE ait une information qui lui permette de se forger un avis qui puisse rendre après favorable ou défavorable, mais sur des faits. Et l'autre point qui est important, qui passe parfois sous les radars, c'est que lors de la consultation du CSE, il faut qu'il y ait une réponse de l'employeur, il faut qu'il y ait un échange. C'est-à-dire qu'un employeur ne pourrait pas se permettre de dire « Écoutez, je vous ai déjà donné toutes les informations, moi maintenant, voilà, vous rendez votre avis, on n'en parle plus ». L'administration a précisé, c'est une circulaire qui est ancienne déjà, parce qu'elle est de 84, qu'à partir du moment où il y a une consultation, il faut qu'il y ait une discussion et un échange entre l'élu et les employeurs. Et ce n'est pas juste qu'une circulaire, parce que d'ailleurs depuis elle est abrogée, puisque la Cour de cassation l'a appliquée, et elle avait accordé justement à un employeur de ne pas avoir été dans le délit d'entrave parce qu'il avait apporté toutes les réponses aux questions de façon précise et claire, et que le CSE n'avait plus qu'à formuler son avis. Donc le schéma, il est clair, je donne des informations précises et écrites, je laisse le temps au CSE pour pouvoir les analyser, éventuellement travailler avec son expert. Lors de la réunion, on va en discuter. J'en profite, je ne l'ai pas mis dans le slide, mais pour préciser qu'on n'a pas forcément une seule réunion de CSE pour rendre son avis, mais on peut en avoir 2 ou 3. Il n'y a pas de limite dans le Code du travail. Et simplement, une fois qu'on a eu l'échange avec l'employeur, je vais rendre mon avis. Ce qui fait qu'on va éviter, parce que ça arrive parfois, il y a des élus, soit parce qu'ils acceptent, soit pour des bonnes négociations, discussions, de rendre un avis sur des informations qu'on leur donne le jour même en réunion. Ça, c'est ni possible ni admissible. Alors, pour aller jusqu'au bout des choses, il y a un petit hiatus entre la Cour de cassation qui l'accepte si la majorité des élus le veulent bien et le Conseil d'État qui dit non, c'est strictement interdit, il y a des délais, c'est pas dans l'ordre du jour, on ne le fait pas. Moi, dans tous les cas, je vous déconseille fortement de rendre un avis sur un sujet alors qu'on vient à peine de vous donner les informations, puisque vous n'aurez pas le temps, ne serait-ce que de vérifier ni auprès des salariés, ni les informations juridiques ce qu'il en est. Donc, on s'en tient à avoir des informations au préalable. Les délais, du coup, sont connus pour transmettre ces informations-là en attendant d'émettre un avis. Non, il n'y en a pas. C'est là où la réforme sur les ordonnances travail sont éminemment problématiques. C'est qu'on nous donne, on le verra après, le point de départ du délai qui est la remise des informations par l'employeur, mais on ne nous donne aucun délai sur le temps que vous avez pour en parler. Mais on y reviendra. J'ai prévu un schéma pour expliciter un petit peu ça quand on va parler des délais. Un point important, je vous l'ai mis, même si ce n'est pas le but, on n'est pas là pour se discuter avec l'employeur, mais bon, ça peut arriver qu'on se chamaille. L'idée est de savoir que faire si mon employeur ne fait pas une consultation auquel il a le droit. Donc, vous allez pouvoir saisir le juge des référés. Alors, c'est le juge normal, mais c'est simplement le nom de la procédure accélérée, puisqu'on ne veut pas perdre de temps, pour demander à ce qu'il y ait consultation. Donc, ça demandera effectivement à avoir le texte qui précise que vous devez avoir une consultation, de préciser les échanges avec l'employeur sur lequel il a absolument refusé, et après seulement, vous pourrez agir en justice, indépendamment d'avoir saisi l'inspecteur du travail avant. Vous pourrez aussi demander la suspension du projet, c'est-à-dire, voilà, il y a un projet de réorganisation, par exemple, du service commercial, l'employeur ne veut pas nous consulter, nous, tant qu'on n'a pas les informations, on demande la suspension du projet. Mais c'est pareil, c'est pas automatique, il faut demander ça en justice. Le tribunal pourra, le cas échéant, prononcer une astreinte. Donc, une astreinte, c'est quoi? Il va décider que tant que l'employeur n'a pas fait la consultation,
il va être obligé de payer une certaine somme d'argent par jour jusqu'à ce que la procédure soit achevée. Ça peut être prononcé pour le cas des employeurs les plus récalcitrants. À titre accessoire, parce que ce n'est pas le but principal, mais il pourrait y avoir des dommages et intérêts pour le CSE sur la base du défaut de consultation de l'employeur et donc du non-respect des prérogatives du CSE, ça peut arriver. Et bien évidemment, la tarte à la crème, mais il faut le dire, même si ça paraît évident, le fait de refuser une consultation qui est prévue par un texte est constitutif du délit d'entrave pour l'employeur. De la même manière, parfois on est à la limite, on est entre les deux, on fait la consultation, mais je donne les infos tardivement, juste avant la fin du délai. On a fait une première réunion, les élus m'ont posé des questions, m'ont demandé plus d'informations, et j'attends la toute fin pour les donner. C'est pareil, le juge pourra considérer que c'est une entrave parce que volontairement, j'ai retardé pour ne pas permettre à la consultation de se dérouler normalement. Et on a même eu des cas où, sur une consultation tardive, il y a eu une indemnisation directe des salariés, puisqu'ils n'avaient pas pu prendre des mesures par rapport à un projet de fermeture d'entreprise. Donc, il faut que l'employeur soit correct dans tout le déroulement, et même pour lui, ça permet d'avoir une consultation qui se passe correctement, donner des informations par écrit, suffisamment à l'avance, répondre aux questions, et faire ça dans des délais qui sont encadrés et ne pas jouer la montre. Alors, on va regarder ça de manière un petit peu détaillée par la suite. Mais ce qui est important, je vous ai mis 2 articles là, on revient à L2312-8 et un autre. Le CSE n'est pas obligé d'attendre qu'un employeur amène un sujet sur la table pour en demander la consultation. Vous avez l'article L2312-8 qui est celui qui donne la compétence générale la plus large au CSE. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a la première partie où on nous dit tout ce qui est organisation, marge générale de l'entreprise, c'est de la compétence du CSE pour faire valoir les droits des salariés. Et vous avez la deuxième partie de l'article, le grand 2, qui nous dit « Le comité est informé et consulté ». Alors, il faut savoir que ça veut dire consultation. En termes juridiques, quand vous êtes sur une consultation, on dit toujours « informé et consulté » parce que pour être consulté, il faut qu'on vous donne les informations avant. Parenthèse didactique fermée. Sur les questions intéressantes, l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise. Alors, juste une petite parenthèse, pour le coup, on est très logique. Au paragraphe d'avant, on dit que le CSE est compétent pour représenter les salariés pour tout ce qui est organisation générale, marge de l'entreprise. Et juste en dessous, on dit que le CSE doit être consulté sur ces thèmes. Et on nous précise notamment sur, donc je refais une précision, c'est important pour la compréhension de la lecture, vous avez une liste de thèmes sur lesquels il y a obligatoirement consultation. Quand vous trouvez le terme notamment dans un article du Code du travail, ça ne veut pas dire que ça se limite. Ça veut dire que expressément sur ces thèmes, on en fait partie, mais que ça peut être ouvert sur d'autres thèmes. Ce qui veut dire que vous devez être informé et consulté sur toutes les questions d'organisation, de gestion et de marge générale de l'entreprise, et avec un focus particulier sur toutes les mesures de nature à affecter le volume ou la structure. On peut garder le même nombre de salariés, mais organiser complètement différemment le travail, avec du travail posté, avec du travail en continu. Ça va être impactant. Une modification de l'organisation économique ou juridique, les conditions d'emploi et de travail, notamment la durée, mais aussi la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles mesures de technologie, avec tout aménagement sur les conditions de santé, de sécurité et de conditions du travail. Et puis, la dernière partie, c'est tout ce qui est sur le travail handicapé, invalide de guerre, et ainsi de suite. Et on a rajouté une troisième partie, c'est que chaque fois que le CSE va être consulté sur ces domaines, maintenant, il faut rajouter les conséquences qui sont prévues de la décision, avec les changements qui vont y avoir, sur la partie environnementale. On peut penser bien évidemment que c'est plus les CSE industriels, voire même ceux qui sont sur des sites Céveso qui sont concernés. Pour autant, la loi l'a prévu pour tous les CSE, c'est la loi climat. Le principe, c'est que l'employeur, maintenant, quand il va prendre des décisions qui vont donner lieu à consultation, il va devoir en détailler aussi l'application au niveau du climat. Donc, rien qu'avec cet article-là, chaque fois que vous avez un changement sur un de ces thèmes, donc c'est-à-dire presque toute l'organisation de l'entreprise, et que l'employeur omettrait de vous consulter, sur la base de ce texte, le secrétaire pourra amener le sujet en consultation. Après, il y a un deuxième article du Code qui est plus ciblé, mais qui est encore plus explicite, c'est sur les conditions de travail, de vie, de formation et la mutuelle. C'est le L2312-12 qui nous dit que le comité formule à son initiative, donc c'est bien de son propre chef, et examine à la demande de l'employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés et leurs conditions de travail, leurs conditions de vie dans l'entreprise, ainsi que les garanties complémentaires. Donc, les garanties collectives complémentaires, c'est tout ce qui est mutuelle et prévoyance. Donc, outre cet article général, vous avez celui-ci qui est spécifique pour dire vous êtes en droit, vous êtes légitime
pour faire des propositions sur ces sujets. Donc, l'idée, c'est que vous n'attendiez pas forcément que l'employeur amène des sujets. Il vaut mieux anticiper que subir. Et avec vous, quand il y a des choses que vous souhaiteriez déjà changer, de travailler le dossier et l'amener à l'employeur. Mais si on fait un focus, si on résume, parce que je sais que tout ça est très dense, il faut retenir que le CSE est obligatoirement consulté sur tout ce qui est organisation, gestion et marge générale de l'entreprise et toutes les mesures qui vont affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi et la formation du personnel. Un de ces domaines-là est touché, on ne se pose pas la question, il y a consultation du CSE. Ça peut monter à, si on prend sur l'année, une année civile écoulée, ça peut monter à combien de consultations potentiellement? On peut arriver facilement entre 10 et 12 consultations sur l'année sans problème. Parce qu'en fait, le moindre changement sur un de ces items, tout de suite, vous allez devoir être consulté. Donc, c'est assez conséquent. Alors, parfois, c'est des consultations qui sont plus, légères. C'est-à-dire qu'on a mis un badge avec un portail sécurisé. Les salariés ne peuvent plus rentrer comme ça dans l'entreprise. Voilà, ça se fait assez vite. Il y a des normes CNIL, on les suit. Il y a d'autres fois, c'est plus conséquent quand vous avez des changements complets d'organisation sur un service. Mais oui, très concrètement, avec cet article-là, moi, j'ai rarement vu une entreprise à moins de 10 consultations annuelles, même sur une petite. Alors, l'intérêt, après, c'est comment on le met en pratique, ça, parce qu'on a ce fameux article L2312-8 qui nous dit que le CSE doit être consulté sur tout ce qui est organisation de marge générale de l'entreprise. Il faut savoir que le Code du travail nous dit quoi? L'ordre du jour, comme la plupart d'entre vous, si ce n'est tous, le savez, il est rédigé par le président du CSE et le secrétaire. Mais le Code du travail nous dit, attention, si jamais il y a un sujet qui est rendu obligatoire, comme je vous le disais, je vous l'ai mis à gauche, soit par la loi, soit par une convention ou par un accord collectif, et que le président et le secrétaire n'arrivent pas à se mettre d'accord, chacun de son côté a le droit, seul, d'inscrire le point à l'ordre du jour. Donc, on se mette bien d'accord. Le principe reste, et la jurisprudence l'a précisé, une rédaction conjointe. On essaye de discuter, de se mettre d'accord. Néanmoins, si on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'on a un texte, en l'occurrence pour le CSE, ça va être le L2312-8, qu'on va pouvoir mettre à quasiment toutes les sauces, le secrétaire pourra, malgré le refus de l'employeur, décider de mettre la question. Alors, quand je dis le secrétaire, bien évidemment, ça veut dire qu'on a discuté quand même de la question en amont avec les élus. S'il est tout seul et que personne ne veut le suivre, ça va être un peu compliqué. Mais concrètement et techniquement, c'est le secrétaire du CSE qui va le mettre à l'ordre du jour. Je vous ai fait d'ailleurs un petit schéma récapitulatif pour que ce soit un peu plus visuel, puis pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Le principe, c'est que l'employeur et le secrétaire se mettent d'accord pour les sujets. À défaut d'accord sur tous les sujets obligatoires, c'est aussi possible pour l'employeur. Il va pouvoir rajouter des sujets à l'ordre du jour de la réunion de CSE. Et ensuite, on va le transmettre à toutes les personnes qui vont participer à la prochaine réunion en respectant le délai légal de minimum 72 heures, délai qui peut être augmenté par voie conventionnelle. On aura l'occasion d'en discuter. Donc ça, c'est vraiment le principe de rédaction, de préparation de l'ordre du jour. Et si vous avez dit qu'en cas de désaccord entre le secrétaire et le président, il peut y avoir du coup 2 ordres du jour. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, dans le même ordre du jour, même si l'employeur refuse, le secrétaire, alors je prends l'exemple d'un changement sur le service commercial, mais j'ai mis des formulations de questions un peu plus loin, va dire à l'employeur, j'ai telle base, donc je vous dis dans la majorité des cas, c'est L2312-8, c'est la partie 1, la partie 2. Là, aujourd'hui, on est sur un changement du service commercial, donc changement des conditions de travail, changement de la structure des effectifs. Sur la base de cet article, on doit être consulté. Et si l'employeur refuse, on saisit l'inspection du travail. Mais très honnêtement, j'ai déjà vu des employeurs qui, au départ, encore une fois, soit par méconnaissance, soit par résistance, disent non, ça c'est pas une consultation, c'est une information. Ou des fois on arrive entre les deux, c'est-à-dire que l'ordre du jour est reçu par le secrétaire, il m'appelle et il me dit c'est marrant, là on a une info. Je lui dis non, c'est une consulte, on va modifier, on va la renvoyer. Et en général, ça passe, ils n'essayent pas d'aller plus loin. Sur les délais de consultation, justement, pourquoi c'est important de les connaître? Puisque pour que la consultation puisse se faire correctement, il va falloir suivre les délais et on va voir qu'ils sont très courts. Alors, il y a un schéma de raisonnement à avoir, puisqu'on n'est pas… Avant les ordonnances de travail, c'était simple. Il y avait des textes qui étaient prévus dans le Code du travail et on les appliquait, sauf si on avait un accord d'entreprise. Maintenant, vu que l'accord d'entreprise a été érigé comme pierre angulaire du fonctionnement dans les entreprises, il faut avoir tout un processus un peu plus détaillé, mais qui n'est pas très compliqué, il faut simplement le connaître. Premier réflexe de base pour savoir ma consultation dans quel délai va se faire,
Est-ce que j'ai un texte spécial? Dès que j'ai des dispositions législatives spéciales, on va m'indiquer dans quel délai doit être fait la consultation. Si je n'ai pas de texte spécial, est-ce que j'ai un accord d'entreprise qui précise comment vont se faire les consultations du CSE et notamment dans quel délai on me remet les informations? J'en ai pas. Très bien. Est-ce que j'ai un accord qui a été signé, par exemple, en même temps que l'accord mis en place du CSE, où on a précisé de la même manière quels étaient les délais de consultation? Il n'y en a toujours pas. À ce moment-là, je vais arriver sur le délai légal qui est prévu dans le Code du travail, sachant que le délai de 1, 2 ou 3 mois qu'on va voir par la suite dans le détail commence à courir dès lors que l'employeur donne l'information qui est relative à une consultation au CSE. Ça va se faire de deux manières. Soit il vous donne directement les informations par mail, par papier, que sais-je, ce qu'on veut, soit il va les mettre directement un jour dans la BDES et il va vous dire attention, dans la BDES, je vous ai mis les informations en prévision de la consultation sur la prochaine réunion, merci d'en prendre connaissance. Donc, c'est les deux formalités qui sont possibles. Sur le détail justement du délai de consultation, si vous n'avez, comme on l'a vu, aucun texte particulier ni aucun accord, le délai est très court puisque c'est 1 mois. Pourquoi c'est très court? Parce qu'il commence à partir du moment où vous a donné les informations et qu'ensuite, au bout des 1 mois, même s'il n'y a eu qu'une réunion, même si vous n'avez pas eu toutes vos réponses, vous allez être forclos à vous dire voilà, l'avis est censé être négatif, merci, au revoir, on passe au sujet suivant. Si vous faites intervenir un expert, vous êtes à 2 mois. Alors, expert, c'est très large puisque ça peut être un expert comptable, un expert libre comme moi. Alors, quand on dit les experts libres, c'est tout ce qui n'est pas expert en technologie ni expert comptable, mais c'est tous les gens qui travaillent pour le CSE. Donc, ça peut être des ergonomes, des juristes, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Là, automatiquement, vous passez à 2 mois. Donc, moi, je conseille bien évidemment au CSE avec qui je travaille et tous ceux qui ont des experts, dès qu'il y a un sujet, sauf à ce qu'il soit extrêmement bien maîtrisé et simple, d'avertir immédiatement l'employeur qu'ils vont faire appel à leur expert. Ça donnera 2 mois, ça laisse déjà un peu plus de temps pour travailler sur le sujet. Et enfin, une dernière hypothèse où le délai légal passe à 3 mois, c'est dans la situation où il y a un CSE central qui intervient aussi, qu'on va avoir une consultation qui va être à la fois sur un comité d'établissement et sur le central. À ce moment-là, on va passer à 3 mois pour pouvoir permettre aux expertises de se dérouler pour tous. Mais sinon, ça va extrêmement vite. Il faut savoir que ces délais, il y a quand même des petites atténuations, mais il faut comprendre que ce n'est pas automatique. À savoir qu'on a eu quelques décisions depuis les ordonnances travail où on permettait aux élus de CSE de demander d'abord à l'employeur puis en justice d'avoir plus de temps, parce que là on parle d'un projet de restructuration qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, devait être chez EDF ou quelque chose comme ça. Rien que le rapport faisait 300 pages. Et il disait, vous comprenez bien que là, en 1 mois, même en 2 mois, c'est pas possible. Donc là, le juge va trancher. Mais on a, de manière plus informelle, parce que on est quand même tout à fait conscient que c'est toujours compliqué de passer directement par la case juge avec la procédure qui va derrière. On a eu quelques décisions ces dernières années où l'employeur acceptait, malgré la réglementation, de fixer un délai de consultation qui était au-delà de ce qui était prévu dans la loi. Et on sait que c'est quelque chose qui était important puisqu'on a eu des décisions où l'employeur acceptait de fixer une date de consultation au-delà. Puis finalement, il voulait revenir en arrière puisque le rapport d'expertise était conséquent et demandait du temps. Et la Cour de cassation a dit non, à partir du moment où vous êtes mis d'accord sur un délai, vous aviez accepté dès le départ qu'on aille au-delà du délai légal, donc on n'ira pas en deçà. Mais ça nécessite d'être d'accord avant, sinon vous allez être enfermé dans les délais légaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps, c'est pour ça que si vous le pouvez, il faut faire appel à votre expert, parce que 2 mois, quand on a un sujet de consultation qui est sérieux, je rappelle que ce n'est pas juste l'expert qui va faire le travail, il faut que les élus de CSE aient le temps de se l'approprier, qui donnent des informations qui viennent du terrain et des salariés. Donc, il faut quand même un certain temps pour réussir à construire un avis qui tienne la route et surtout pouvoir solliciter l'employeur sur les éléments qu'il aurait pu omettre. Puis c'est surtout que c'est par rapport aussi à un volume d'heures de délégation qui peut, à mon avis, être léger. Tout à fait, en complément. Alors, on en profite, il y a la possibilité de demander des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles. Alors, il faut le justifier, c'est soumis à l'accord de l'employeur, mais quand vous avez comme ça des circonstances particulières, on peut demander des heures de délégation en plus, outre la possibilité que si certains élus titulaires n'utilisent pas toutes leurs heures, ils pourront déjà en reverser la moitié sur le mois considéré. Très bien. Alors, sur la préparation des sujets de l'ordre du jour, des éléments pareils qui viennent de la pratique, mais qui sont importants à avoir en tête. La première, c'est qu'il va falloir, sur les différents sujets que vous allez aborder en réunion de CSE, faire une recherche d'informations précises et concrètes. Alors,
d'abord sur le terrain, donc notamment auprès des salariés. Ensuite, de voir les textes légaux et conventionnels qui vont s'appliquer à la situation et justement de réfléchir à l'articulation entre les deux et de quel texte, que ce soit convention collective, accord d'entreprise, code du travail, on va en demander l'application à une situation. Et tout ça, pour les élus qui vont préparer le sujet, il faut qu'ils le fassent en amont de la réunion préparatoire. La réunion préparatoire, elle ne doit pas servir à découvrir le sujet pour ceux qui ne les connaissent pas. Il faut impérativement que tous les sujets, surtout s'ils sont importants, aient été préparés en amont par les élus qui vont porter le sujet en réunion, qu'ils l'envoient avant la préparatoire aux autres élus, et qu'à partir de là, la réunion préparatoire va servir dans un premier temps à valider que tout le monde a bien compris les contours du projet et ce qu'on va pouvoir effectivement demander à l'employeur et comment. Et après, effectivement, discuter concrètement comment on va le présenter en réunion. On y reviendra dans le détail. Mais donc, la préparatoire ne doit pas servir à découvrir les sujets, c'est plutôt que tout le monde soit capable de savoir de quoi on parle, même si seulement certains élus vont porter le sujet. Ensuite, il va falloir décider des questions de l'ordre du jour. Il faut savoir que, bien évidemment, pour tous ceux qui suivent déjà des réunions et qui en ont eu des conséquentes avec une vingtaine de questions ou plus la réunion avance, plus ça devient compliqué de réussir à tenir une discussion, d'avoir une écoute, d'être attentif à ce qu'on nous dit. Donc, plus les sujets sont importants et sont difficiles à traiter, plus il faudra les inscrire en haut de la liste et en premier pendant que tout le monde est frais et dispo. Ensuite, il va falloir décider des intervenants sur les sujets. Déjà parce qu'on ne va pas avoir tout le monde qui va intervenir, ce serait une cacophonie. Et puis deuxièmement, parce qu'en général, on se répartit les sujets, d'une part en fonction de vos appétences personnelles et puis de vos connaissances justement sur les métiers, sur l'historique, sur le droit. Donc dès le départ, dès la préparatoire, il faut se mettre d'accord sur qui intervient sur quelle question. On ne fait pas ça au fil de l'eau pendant la réunion, on le prévoit avant. Et de la même manière, sur les plusieurs élus, on va dire entre 2 et 4 dans l'idéal, qui interviennent sur un sujet, on va prévoir par rapport à l'argumentaire qu'on leur a mis en place, qui pose telle question, qui intervient à quel moment, et si on peut, on garde un élu ou deux qui ne sont là que pour écouter. Parce que même si on va essayer de prévoir les réponses de l'employeur, ce n'est pas du tout évident qu'ils ne sortent pas des éléments, des explications ou des argumentaires qu'on n'ait pas pu prévoir. Donc le fait qu'on ait 2 élus qui sont là pour suivre la trame qu'on a prévue et d'expliquer le pourquoi, le quand et le comment, de poser aussi des questions parce qu'on n'aura pas forcément toutes les infos dans ce qu'on va nous donner. Un ou deux autres élus qui vont être à côté vont recevoir l'information de l'employeur, vont y réfléchir, eux, ils ne vont pas être dans la discussion, ils vont laisser l'argumentaire aux autres, et après, ils vont pouvoir rebondir et poser des questions. Ça permettra d'être beaucoup plus pertinent dans cette partie, entre guillemets, d'improvisation pour répondre à l'employeur. Je me permets de vous couper, Frédéric, simplement, la question ne s'affiche pas sur nous, le sorte de plateforme de diffusion, mais par contre, je l'ai dans les commentaires. Question de Delphine, peut-on informer sur un sujet qui concerne des employés en réunion et qui n'aurait pas spécifiquement été mis à l'ordre du jour? Alors déjà, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, ça ne peut pas être discuté en réunion de CSE, donc la question est close. Et de même que la pratique qui consiste, alors je ne comptais pas en parler aujourd'hui, mais on fait la parenthèse 2 secondes, à rajouter hors délai la veille de la réunion ou 2 jours avant, ah bah il y a ça, on est obligé, on va le mettre dans les questions diverses. Ça n'a aucune valeur. Pour qu'un point qui est traité en réunion de CSE ait une valeur juridique et que le PV puisse faire preuve après, il faut que la question soit détaillée. C'est-à-dire que même dans vos questions diverses, qui sont en général les questions de moindre importance, on change de distributeur de café, des choses comme ça, pour que c'est une vraie portée et une valeur, il faut qu'elle soit détaillée. Si on met juste questions diverses sans détailler les sujets, tous les sujets qui vont être discutés n'auront aucune valeur juridique. Donc de toute façon, à partir du moment où ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour, c'est absolument pas possible d'en parler, ça n'aura aucune valeur, donc on ne perd pas de temps. Obligation du coup de la reporter sur Tout à la fait. réunion prochaine. Ok. Exactement. J'en profite aussi, ça peut arriver parfois, mais on n'accepte pas le renvoi systématique de l'employeur pour les réponses. Alors, ça arrive le plus souvent parce qu'on a rarement l'employeur, on a souvent ou le chef d'établissement ou le DRH, enfin quelqu'un qui a une délégation, et qui va vous dire « Ah bah oui, mais désolé, là, j'ai pas la réponse ». Alors, premièrement, il y a un délai qui est prévu entre l'ordre du jour et la réunion, qui est justement pour préparer les sujets et pour avoir les réponses. Et deuxièmement, une réunion de CSE, c'est quelque chose qui est officiel. Il y a un certain nombre d'articles du Code du travail qui le prévoient, avec
notamment l'ordre du jour, les convocations, les participants. On ne fait pas participer qui on veut. Donc, on ne modifie pas comme on en a envie. Et la jurisprudence a déjà dit que le fait de nommer un représentant de l'employeur qui systématiquement repousse toutes les questions parce qu'il n'a pas la délégation, parce que le montant est trop élevé, parce qu'il n'a pas l'info, ça constitue un délit d'entrave. Donc, ça veut dire qu'on reste dans la mesure. On peut comprendre qu'à un moment, si on est sur un dossier un peu poussé, ça fait un moment qu'on échange, peut-être que la personne de l'autre côté de la table n'a pas toutes les infos et qui nous demande un délai pour répondre plus tard, il n'y a pas de problème, mais on en profite pour demander un engagement. OK, on a une réponse sur dans 15 jours sur la prochaine réunion, mais ça ne peut pas être systématique, sachant que c'est des choses qu'on voit parfois. Pour terminer sur ce point de la préparation de l'ordre du jour, je me suis permis de mettre un petit rappel, puisque en fonction de l'expérience et de la formation des élus, ils ne le savent pas forcément. Dans l'idéal, quand vous prenez votre mandat, et même si c'est en cours, il n'est pas trop tard, essayez de planifier des sujets à court ou moyen terme. C'est-à-dire qu'en fonction des sujets qui vous portent à cœur quand vous présentez au CSE, faites-vous une liste de route sur les choses que vous voulez voir évoluer rapidement, à 1 ou 2 ans et d'ici la fin de votre mandat, sachant que ça va dépendre du contexte. C'est-à-dire que si je veux mettre en place un compte épargne-temps dans l'entreprise qui n'existe pas, on va plutôt être sur du moyen terme. S'il existe déjà mais que je veux l'améliorer, c'est possible de faire du court terme. Idem sur un accord de télétravail. Donc, il faut se fixer des objectifs réalistes, mais on ne peut pas tout faire à la fin. On ne peut pas se laisser guider au fil de l'eau en fonction de ce que fait l'employeur. On en revient au thème de ce que je disais, du fait d'être proactif et vous d'amener des sujets de consultation. Donc, c'est à vous aussi de vous faire votre feuille de route et de prévoir les sujets que vous voulez mettre sur la table avec l'employeur. On va s'intéresser maintenant, on refait pareil parce que je sais que c'était un peu technique et juridique, on refait un petit résumé de comment je prépare mes sujets. Il faut connaître mon cadre juridique. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va me servir en tant qu'argumentaire au-delà des conséquences sur les salariés, les conditions de travail, de la vie dans l'entreprise, de pourquoi je demande ce changement ou pourquoi je ne l'accepte pas. Pour avoir quelque chose qui soit pertinent et utile, il faut aussi que les élus déterminent leur objectif sur chaque point qu'ils vont aborder. Est-ce qu'on veut simplement avoir une réponse ? Est-ce qu'on veut avoir un délai d'application ? Est-ce qu'on veut ouvrir une négociation ? Il faut qu'on arrive à déterminer pour chaque question ce qu'on va faire. Et bien évidemment, je l'ai déjà dit, mais je le répète, avoir préparé vos arguments, qui va les présenter, qui sera susceptible de répondre, et surtout en essayant de trouver les réponses que vous fera l'employeur. Et après avoir préparé les sujets, ce que je dis, on prépare l'intervention, qui va prendre la parole, et surtout qui va présenter quoi ? L'historique, le côté salarié, qui va présenter le côté juridique. Et un autre point qui est important, c'est que c'est aussi vital de répartir la présentation des sujets entre élus. On sait très bien quand vous présentez un sujet qui vous tient à cœur, quand vous êtes dans une situation où on vous répond à côté, on ne vous répond pas, on vous fait de la langue de bois, ça peut être très agaçant. Or, il n'y a rien de plus contre-productif que de s'énerver et de monter dans les tours parce que vous voyez qu'on ne vous entend pas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'être au moins à deux pour mener la discussion et la négociation, puisque ça évite qu'on ait tout le temps la même personne qui essaye d'amener le sujet, de se battre dessus en voyant que ça avance pas trop. Et en plus, il y a un autre point qui est important, c'est que ça permet de voir que vous agissez en équipe et que tous les élus sont impliqués dans leur mandat, qu'on n'a pas simplement 3 ou 4 élus qui portent les sujets. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer tout ça. Je voulais juste rebondir sur quelque chose, puisque vous aviez mis sur la slide précédente connaître le cadre légal et réglementaire. Oui. Enfin, le cadre juridique, légal et conventionnel, pardon, c'est presque la dernière étape, puisque si jamais il y a un accord collectif, si jamais il y a un accord à l'amiable voté à la majorité… Alors, je reformule. C'est moi qui ai mal. En fait, dès que j'ai une situation où moi je me dis il faut que je sois consulté ou informé, l'idée de base, c'est dans ma situation, quel texte je dois appliquer. Que ce soit un accord d'entreprise, la convention collective ou le code du travail. En fait, c'est que disent les textes. Comme ça, à partir des textes, vous avez 2 options. La première, c'est bien évidemment de demander l'application des textes si l'employeur fait une application un peu souple. Oui. Et puis, la deuxième, ça veut dire, bon, on applique les textes, mais nous, on aimerait bien faire mieux. Donc, on va demander à négocier. C'est dans ce sens-là où je dis qu'il faut connaître le cadre juridique. OK. Donc c'est ce que je disais, l'aspect technique pour aller un peu plus loin dans la partie déroulement concret, parce que l'idée, encore une fois, c'est de vous donner des clés, vous, sur vos consultations, sur le déroulement de la réunion. C'est important que vous ayez ces argumentaires et ces interventions qui soient prévues, parce que, je vous le disais, ça permettra de répondre plus facilement
aux arguments imprévus de l'employeur. Et puis le fait pour l'autre partie de l'équipe de suivre la trame, ça permet de rester focus sur son objectif et d'avoir plus de chances d'y aboutir. Je vous ai donné quelques clés pour voir comment on fait pour déterminer des objectifs sur une consultation du CSE. C'est qu'il faut reprendre à chaque fois les problématiques de base. Sur le projet qu'on nous amène, quel est l'objectif pour l'entreprise? Quels vont être les services ou les postes qui sont concernés? Quelles vont être les conséquences concrètes? Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues derrière pour les salariés? Et puis, est-ce qu'il y a des évolutions futures envisagées ou probables, tant pour le poste que le service? Est-ce que c'est qu'une étape ou est-ce qu'on va encore changer? Quelle que soit la thématique, il faut se poser ces questions-là pour déjà pouvoir poser vos questions, mais pour savoir effectivement qu'est-ce que je veux obtenir de l'employeur. Est-ce que je veux obtenir simplement une information précise? Est-ce que je veux obtenir des délais? Est-ce que je veux obtenir des budgets de formation? À chaque fois, votre consultation, ce n'est pas simplement pour obliger l'employeur à se positionner, mais c'est pour en retirer des informations utiles pour vous et pour les salariés de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut utiliser aussi la reformulation. Pourquoi? L'employeur ou son représentant et les assistants vont utiliser des termes souvent techniques et juridiques. Donc, le fait d'utiliser la reformulation, ça permet d'avoir une position claire et précise, ce qui fait que quand le salarié va lire après le PV, pour lui, ce sera beaucoup plus clair. Ça, c'est le premier objectif de la reformulation. Et le deuxième objectif, c'est que l'employeur, en abordant la question sous un certain aspect, avec un certain langage, peut-être exposer que certaines choses et pas tout. Vous, quand vous faites de la reformulation, vous l'obligez à ne pas laisser de zone d'ombre et à très clairement s'exprimer sur tout le projet. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. Et outre la technique de la reformulation, alors pour ceux qui ont déjà suivi des formations à la technique de conduite de réunion, ils doivent déjà le savoir, on utilise les blancs. Pourquoi? Même si l'employeur est là pour faire la police des débats, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde parle, donne son avis, que ce soit fait dans un échange cordial et une ambiance de travail professionnelle, c'est pas que lui qui doit mener les débats et peser dessus. Le fait que vous puissiez faire des temps de pause, des blancs pour insister sur des points importants, le simple fait de me faire un blanc comme ça de 3 secondes, on ne parle pas, les autres sont en attente, qu'est-ce qui va se passer? C'est important pour, outre le contenu, outre vos arguments juridiques, vous, avoir aussi le contrôle de l'échange avec l'employeur. Et effectivement, on peut le coupler avec le regard, par exemple avec l'étonnement, quand on vous donne des chiffres ou des informations qui paraissent pour l'employeur aller de soi, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est que des choses qui sont à côté, mais qui vont être importantes à rajouter avec toute la préparation et le côté juridique. Pour aller au bout de ça, on va regarder maintenant comment on fait l'ordre du jour. Alors, c'est pareil, de la même manière qu'on a dit, il faut, je le redis là, ordonner les questions dans l'ordre du jour par rapport à leur importance. Il est hors de question que l'employeur mette tous ses points et qu'après, vous mettiez les vôtres. Parce que de la même manière, si lui, il a mis ses 12 points, vous allez être épuisé et on va traiter les vôtres vite fait. Vous demandez, parce qu'il n'y a aucun texte qui donne cette prérogative à l'employeur, à ce qu'il y ait une alternance de questions et de points. Premier point employeur, deuxième point élu, et ainsi de suite. Ou premier point élu, deuxième point employeur. Et on fait tout l'ordre du jour comme ça. Ça vous permettra effectivement de prioriser vos sujets et que les sujets importants soient traités quand tout le monde est en état. Ensuite, sur la rédaction, on reviendra dans le détail, mais il faut absolument rédiger des questions précises et fermées ou semi-fermées pour avoir des réponses claires. On va le regarder dans le détail. Et puis après, il faut être attentif parce que parfois, malheureusement, c'est une technique qui est employée par certains employeurs de mettre énormément de sujets à certaines questions de CSE. Et on sait très bien que parce qu'il y a des élus qui vont partir, parce qu'il y en a qui ont un train, quand on a des CSE centraux, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, ça va être fait à la va-vite et on va y passer. Pas le temps qui serait nécessaire pour traiter la question correctement. Il faut peut-être pas hésiter parfois sur des sujets à les repousser vous-même à une autre réunion ordinaire ou à une réunion extraordinaire en expliquant à l'employeur, là, vu le nombre de questions qu'on a et l'importance des sujets qu'il y a à traiter, on ne va pas le faire correctement. Donc, nous, on préfère limiter notre nombre de questions. Par contre, du coup, on vous demandera une autre réunion plus tôt pour pouvoir traiter tous ces sujets. C'est important de le faire si votre employeur ne le fait pas. Est-ce qu'il est possible que le CSE puisse demander justement à repousser une consultation sur une orientation stratégique de l'entreprise? Alors non, alors pour pouvoir demander un délai supplémentaire, parce que le problème c'est que le délai de consultation c'est un délai préfixe, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas de suspension, sauf cas spécifique ordonné par le juge, justement vous ne pourrez pas le demander. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avant là-dessus.
Quand je dis de faire une question précise, ça veut dire donner la référence du texte et c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus explicite avec l'employeur et ça vous permet d'avoir tout le détail. Préciser si le point est une information ou une consultation. Donc je vous ai mis des exemples que vous pourrez reprendre à tête reposée, mais si je prends que le dernier sur la consultation, il y a une question posée par des élus. Un poste d'ingénieur en efficience commerciale a été créé. Les élus demandent dans le cadre de cette consultation le rôle et les objectifs de ce poste, notamment par rapport au service commercial. Et après, on met la référence, c'est Code du travail, article L2312-8, et c'est bien une consultation. Vous construisez un point comme ça, l'employeur ne peut pas s'affranchir de le traiter autrement. Au-dessus, je vous ai mis l'exemple d'une information et dans l'autre, sur une question où là, c'est ni une info ni une consulte, c'est le fait de prévoir l'enregistrement des réunions de CSE puisque ça n'appartient pas à l'employeur, c'est simplement une décision des élus. Donc, vous pourrez lire ça à tête reposée, mais il faut être extrêmement précis dans la formulation. Si on est sur un sujet qui n'est pas une information ou une consultation, il faut construire une question fermée ou semi-fermée. C'est quoi? C'est une formulation qui fait que l'employeur va être obligé de faire une réponse à la question qui l'engage. Il ne pourra pas faire une réponse un peu floue. Vous devez avoir derrière la question une réponse claire et précise. Et s'il ne respecte pas son engagement, vous avez le PV qui fait foi, vous pourrez solliciter l'inspecteur du travail et le cas échéant, aller en justice si c'était nécessaire. Donc, je vous ai mis un exemple et avec le contre-exemple sur la participation avec une question qui pourrait être posée de manière, j'allais dire, un peu naïve. Est-ce que les salariés vont bénéficier de la participation cette année ou quelle est la tendance, le montant de la participation de cette année? Demander ça, ça n'engage à rien l'employeur. Alors que la question qui est à poser, c'est quel est le montant de la réserve spéciale de participation et à quelle date aura lieu la distribution de la participation au résultat de l'entreprise au titre de l'exercice clos? Alors, je sais, c'est un peu abscon comme ça quand on lit, mais au moins avec une réponse, avec une question formulée de la sorte, vous avez une réponse. Et là, je précise, la réserve de participation, c'est une information. Donc, on aurait pu le mettre au titre des infos. Quand je le pose ici comme ça, sans information, c'est que j'attends pas la date. C'est que je me positionne déjà avant la date d'information pour commencer à avoir une première tendance et en discuter avec les salariés une fois que j'aurai le retour de l'employeur. Mais dans tous les cas, il faut être le plus précis possible dans les questions qu'on va mettre à l'ordre du jour pour pouvoir avoir une réponse de l'employeur qui soit précise. On en arrive justement au dernier point qui est important là-dessus dans la consultation, c'est la rédaction et la motivation de l'avis du CSE. Le CSE va rendre un avis qui va être favorable ou défavorable. Mais ça reste limité puisque hormis dans certains cas où il y a un droit de veto pour le CSE, l'employeur après va appliquer comme il le souhaite. Il faut savoir que l'administration prévoit que le CSE a le droit de motiver son avis. Et alors ça a beaucoup d'intérêt. D'une part, le fait de dire oui, nous sommes favorables, mais être précisé, ça va permettre de prendre en compte la situation réelle de l'entreprise, de demander des engagements et de voir les points qui peuvent être susceptibles de s'améliorer. L'autre point qui est important, c'est que le CSE, c'est un organe qui est une personne morale. Ces décisions sont rendues à partir des votes à la majorité qui sont faits par les élus du CSE, mais on peut parfois avoir des sensibilités différentes. Donc, dans la motivation de l'avis, je vais bien évidemment exprimer l'avis du CSE qui résulte des votes de la majorité des titulaires, mais on pourra aussi indiquer une position minoritaire d'élus qui peut être un peu divergente. Ça permet, pour les salariés qui lisent des PV, de connaître l'ensemble des tendances et de l'analyse du CSE. Et en plus, ça vous permet ensuite de donner une portée, puisque quand vous donnez un avis favorable ou défavorable, mais que vous faites une modulation par rapport à ce qui est bien fait et ce qui laisse à désirer, ce sera beaucoup plus utile quand vous allez de nouveau aborder le sujet ensuite. Avec un dernier point là-dessus, bien évidemment, même si ça paraît logique, c'est encore mieux de le dire, il n'y a aucun formalisme, aucune trame qui est donnée par le Code du travail. La motivation de l'avis du CSE est libre. Donc, je vous ai fait un exemple pour que ce soit plus parlant. Alors, volontairement, j'ai pris un sujet qui est un peu complexe, mais que tous les CSE connaissent, qui est la consultation sur la politique de formation de l'entreprise, puisqu'on a rarement tout bon dans une entreprise sur le sujet. Donc, je vous ai mis les différents items et un exemple de formulation. Les élus du CSE rendent un avis favorable s'agissant des thèmes suivants de la politique de formation de l'entreprise. Donc, je vous ai mis différentes choses. Vous pourrez lire ça à tête reposée, mais c'est sur le budget de la formation, le nombre d'heures, le nombre de personnes qui vont en formation et puis la répartition hommes-femmes, qui seraient des thèmes où on serait dans les clous. Par contre, les élus tempèrent ou modèrent.
vous pouvez prendre la formulation que vous souhaitez, cet avis favorable au regard des éléments suivants. Et là, on va pointer toutes les catégories où on a des petits soucis. Alors, ça peut être par exemple déjà sur le nombre de formations qui sont essentiellement vouées à l'adaptation au travail et non pas au développement des compétences. Ça peut être sur le fait qu'il y ait beaucoup de formations qui sont faites en interne et pas assez en externe. Sur le fait qu'on a beaucoup de formations machines ou logiciels et pas de vraie formation métier. Et puis parce qu'en règle générale, il y a aussi souvent des déséquilibres entre les différentes catégories socio-professionnelles. Donc ça va être différents points sur lesquels on peut moduler. Et une fois qu'on a précisé ces points-là, on ne s'arrête pas là pour que la consultation soit complète. Une fois qu'on aura pointé ce qui ne va pas, il faut que les élus, enfin, je les encourage, après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais de dire, voilà, nous, on pointe les domaines où on doit s'améliorer. La question, c'est, est-ce qu'on va s'améliorer? Comment on va s'améliorer? Et sous quel délai? Pour que l'employeur soit obligé dans sa réponse à dire, OK, bah non, le budget, on ne peut pas, on a fait le max. Oui, effectivement, on peut faire plus de développement de compétences. Enfin, avoir des réponses précises. Et on en profite, c'est à ce moment-là où en général on le fait, c'est intéressant. Souvent dans l'entreprise, il y a une problématique de prise en compte des demandes de formation des salariés qui ne sont pas assez prises en compte. C'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour le signaler et pour demander à l'employeur comment faire pour améliorer cette prise en compte. Et on en profite, alors ça c'est en amont, et si ça ne va pas, on le pointe. Dans la consultation sur les orientations stratégiques, je rappelle que ce n'est pas juste un déroulé de la stratégie de l'entreprise, mais que l'employeur doit présenter concrètement comment va s'appliquer cette stratégie, et notamment quelles conséquences concrètes ça va avoir en termes de formation. Quand je vais faire ma consultation sur la formation, qui est faite au moment de la consultation sur la politique sociale, je vais en profiter pour vérifier la concordance entre ce qu'on m'a annoncé sur les orientations stratégiques et ce qu'aujourd'hui, on va me préciser sur la formation pour bien faire le lien entre les deux. Du coup, ça peut amener un décalage. Ça peut amener un décalage. C'est ça. Pour vérifier qu'en fait, la consultation qu'on vous a fait sur les orientations stratégiques était bien ce que l'entreprise veut mettre en place et pas simplement un discours de façade et on se rend compte que dans les faits, on va faire autre chose. C'est pour ça aussi que j'encourage, je ne l'ai pas mis pour que ce soit plus simple, mais quand vous faites cette analyse, c'est vrai pour tous les sujets, mais encore plus sur la formation, à faire ce qu'on appelle une analyse en tendance, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre, que ce soit sur le budget, les heures, le nombre d'hommes et de femmes, des TAM, etc., en formation, que l'année en cours. Vous allez prendre les 3, 4, 5 années précédentes pour vérifier si on est stable, si on est à la baisse, si au contraire on est favorable. Ça vous permettra de faire une analyse beaucoup plus fine, puisque c'est le but. Et c'est vraiment important de pouvoir motiver son avis du CSE de la même manière sur des éléments factuels et concrets pour que non seulement ce soit un avis utile et qu'on puisse avoir des résultats. Si c'est clair pour tout le monde sur la partie des consultations, on va pouvoir faire le petit focus qui était prévu, même si on n'a pas beaucoup de temps, sur la dernière jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation sur les ASC et le critère de l'ancienneté. Alors pour le coup, je vais pas vous le lire parce qu'on n'a pas le temps, vous pourrez relire le détail. Très souvent, les CSE mettaient une ancienneté pour pouvoir bénéficier d'ASC. D'ailleurs, le guide de l'URSSAF lui-même le reprenait et validait jusqu'à 6 mois. La question se posait puisque le ministère du Travail en 2014 avait dit que ça lui semblait compliqué de prendre l'ancienneté comme condition, comme critère d'accès aux ASC. Et la Cour de cassation en avril, donc c'est tout neuf de 2024, nous a dit non, c'est pas possible. On ne peut pas limiter l'accès à des salariés qui sont en CDD, stagiaires ou en CDI sur la base du critère de l'ancienneté. Alors il faut savoir que c'est une décision donc qui est récente. On ne sait pas si elle est générale, c'est-à-dire est-ce qu'éventuellement on peut dire certaines activités sont quand même interdites. Par exemple, on pense aux chèques vacances parce qu'il y a des montants conséquents qui sont versés ou pas. Vu l'analyse de la Cour de cassation qui dit qu'en fait, ce n'est pas un critère valable l'ancienneté, pour l'instant, on peut en douter. On verra si par la suite, il y a d'autres décisions qui le permettent, mais ce n'est pas possible. Par contre, ce que moi, j'engage les CSE à engager comme réflexion et à faire, peut-être, c'est faire une modulation. Si je prends l'exemple des chèques vacances, il y a des CSE, notamment quand ils ont des moyens qui sont assez limités, qui vont ne faire que cet ASC-là pendant l'année. Et ça représente des budgets conséquents. On peut comprendre que les ASC qui ont une vocation sociale, à redistribuer un peu plus au bas salaire de l'entreprise, on estime que ce n'est pas juste que quelqu'un qui est là depuis 2 mois ait le même avantage et touche autant d'argent que quelqu'un qui a fait 12 mois dans l'entreprise, voire 15 ans. Et effectivement, sachant que les ASC sont versés sur la masse salariale, et donc quelqu'un qui a travaillé pendant 2 mois, il n'a pas beaucoup contribué par rapport à quelqu'un qui est là depuis plusieurs années, on ne va pas lui interdire le bénéfice des chèques vacances. Par contre, on peut très bien imaginer effectivement une modulation
qui prévoit dans un premier temps 20%, 25%, après 30%, prévoir des paliers pour bénéficier de cet ASC-là. Ça, a priori, ça n'a pas été strictement interdit par la Cour de cassation, c'est quelque chose qui est envisageable. À réfléchir, à voir avec vos experts. Je vais faire très vite, on va revenir maintenant sur la loi sur les congés payés. Donc, elle nous a permis de faire une mise en conformité avec le droit européen. On ne va pas parler du contenu de la loi parce qu'on n'en a pas le temps et il faudra un webinaire complet, voire une journée de formation. On sait simplement, effectivement, que vous allez acquérir des congés payés pendant la maladie. Vous aurez une période de report pour les prendre à votre retour de maladie et l'employeur doit vous en informer. Ça, très bien, elle est très technique, il y a plein de détails, je ne rentre pas là-dedans. Par contre, il y a des clés de compréhension qui sont importantes pour vous à connaître. Premièrement, les bénéficiaires. Pour acquérir des congés payés en arrêt maladie, il faut que j'ai un arrêt de travail. Ce qui veut dire que les gens en invalidité, en longue maladie ou en temps partiel thérapeutique ne sont pas concernés et ne bénéficieront pas de jours de CP acquis. L'autre point important, c'est que l'application rétroactive, puisque la loi s'applique depuis 2009 jusqu'à ce jour. Elle n'est prévue que pour certaines dispositions et entre autres, elle n'est pas prévue pour les salariés qui étaient en accident du travail ou en maladie professionnelle. L'autre point important, c'est que les CP acquis, on ne va pas vous donner une indemnité. Le principe, c'est que vous allez devoir les prendre. À voir après si vous pouvez les mettre sur un CET. Mais maintenant, on va arriver au sujet beaucoup plus important et qui fâche. La loi, elle est sortie en 2024. La période d'acquisition des CP dans une entreprise, sauf convention collective ou accord différent, j'acquiers des CP du 1er juin de l'année N, donc 1er juin 2023, au 31 mai 2024. Donc, on pouvait se poser la question, est-ce que j'applique la loi, parce que la loi est muette sur ce point, de manière rétroactive pour cette période, parce qu'elle est sortie en avril, donc tout ce qui est antérieur à avril 2024, j'applique la loi rétroactive. Ce qui pose un problème, c'est que l'application rétroactive comporte beaucoup de verrous, et notamment un plafond d'acquisition à 24 jours ouvrables de CP pour un salarié. Ou alors une application technique qui dit que l'acquisition des CP elle est calculée à la fin de la période, que la fin de la période, c'est le 31 mai. Et donc, comme la loi est sortie au mois d'avril, on n'applique pas rétroactivement pour la période du 1er juin au 31 mai, mais on applique directement. Ça a 3 avantages. Il n'y a pas le plafond des 24 jours pour les salariés. J'ai mis un exemple ensuite. Pour les arrêts en accident du travail ou maladie professionnelle, ils ne vont pas être non plus limités. Et puis, l'employeur va devoir régulariser automatiquement sans que les salariés aient à demander. Donc, c'est quand même un gros avantage. Rien que pour voir l'application des plafonds, je vous ai mis un exemple avec un salarié. Il y en a un où, au titre de son temps de présence, il a gagné 10 jours. Au titre de son absence, il a gagné 16 jours. Vous pourrez relire le détail. Ça ferait 26 jours. Mais on lui dit non, on l'applique rétroactivement. Monsieur, vous n'avez droit qu'à 24 jours. Alors que si on prend l'application qui est prévue par le ministère du Travail, il n'y a pas d'application rétroactive. J'applique les textes normalement. Donc, j'ai effectivement le temps qui a été travaillé sur les 4 mois de présence qui va me donner mes 10 jours. On est en jours ouvrables, bien sûr, c'est le système du Code du travail. Et mes 8 jours d'absence, mes 8 mois d'absence, à 2 jours ouvrables qui sont donnés, ça fait 16 jours, 10 plus 16, 26. Donc, on voit que la différence, elle n'est pas neutre parce que le salarié gagne 2 jours de CP. Donc, ça, c'est un point de vigilance important à avoir. L'autre point, c'est de savoir que tout ce qui est les temps assimilés pour vous faire gagner du congé payé, comme le congé maternité, etc., ça ne change pas. La loi DADU les bouge pas. Ils sont encore en vigueur. Les règles d'équivalent, je rappelle que vous ne devez pas forcément travailler un mois plein pour acquérir vos 2 jours et demi de CP ouvrable ou 2,08 d'ouvré. Si vous travaillez 4 semaines ou 24 jours, vous gagnez tous vos CP. Ça n'a pas été touché non plus par la loi, on le garde. De la même manière, la période d'acquisition, 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, ça ne bouge pas non plus, c'est les mêmes. La règle de l'arrondi, donc ça a été précisé par la Cour de cassation, quand vous êtes en arrêt, vous allez vraisemblablement avoir des jours de CP qui vont vous être attribués avec la nouvelle loi, où vous n'allez pas avoir un nombre entier. Idem pour votre période travaillée. Et le Code du travail prévoit que quand j'ai un nombre de jours de CP qui n'est pas entier, je l'arrondis au premier supérieur. Au niveau de la méthode, il faut savoir qu'on va prendre le cumul de tous les jours acquis sur les différentes périodes et qu'on fera seulement l'arrondi de la somme et non pas la somme des arrondis. Pareil, il y a l'exemple qui vous permettra de le voir, mais c'est important de le connaître. Ça s'appliquait avant, ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Au niveau des accidents de trajet, il faut savoir que la loi DADU, c'est pareil, n'en parle absolument pas. Donc, ce qui veut dire que les accidents de trajet, vous allez bien gagner vos 2,5 jours de CP au lieu des 2 jours pour de la maladie non professionnelle.
comme sur de l'accident du travail, de la maladie professionnelle. De la même manière, si votre convention collective ou un accord d'entreprise prévoit des mesures plus favorables, par exemple dans la métallurgie, alors ça dépend de votre collège, mais en fonction de votre ancienneté et votre collège, vous pouvez avoir jusqu'à 2, 6, 8 mois, 1 an, où malgré la maladie, vous gagnez vos congés pleins. On va les appliquer. On applique la loi qu'à défaut de dispositions plus favorables. L'autre règle qui pourrait être choquante pour des employeurs, mais c'est comme ça, à défaut de silence de la loi, les jours de congés payés acquis pendant la maladie, ils vont donner lieu à fractionnement quand vous allez les utiliser après. Donc, ça peut vous générer des jours supplémentaires. On a deux choses où on est un peu plus incertain, c'est sur les jours ouvrés, puisque le système légal, c'est le jour ouvrable, donc 2 jours et demi par mois, et le jour ouvré correspond à 2,08 fois 80% d'un jour ouvrable. Donc, dans le silence de la loi, on fait la même règle de proportionnalité, et aujourd'hui, on dirait que vous allez acquérir 1,66 jours. On verra le détail après, mais c'est ce qu'on prévoit. L'autre point plus important, j'aurais terminé avec ça, puisque ça concerne des gens, ils peuvent être en difficulté, c'est pour le temps partiel thérapeutique. Je l'ai dit au début, comme vous n'êtes pas en arrêt de travail, c'est une situation où vous êtes régi à la fois par le Code de la sécurité sociale et le Code du travail, vous devez à la fois travailler, mais pas trop. C'est une période qui est limitée dans le temps, mais comme vous n'êtes pas en arrêt de travail, vous n'allez pas acquérir des CP, vous allez acquérir des CP de manière limitée que pour vos temps de travail. Et le jour où vous allez revenir à temps plein, parce que si vous quittez l'entreprise, malheureusement, on n'en parle pas, vous allez vous retrouver dans une situation où malheureusement, vous n'aurez pas tous vos jours de CP acquis. Alors, la loi n'en parle pas. On a de fortes chances que la jurisprudence vienne à un moment précisé, à moins qu'on ait une circulaire du ministère du Travail ou un changement de la loi, un régime spécifique pour les gens à temps partiel. Voilà. Alors, du coup, merci pour effectivement toutes ces quantités et qualités d'informations. On aurait presque pu faire un webinaire entier sur oui, en allant plus doucement. Ouais, c'est ça, sur tous les sujets qui ont été évoqués à la fin. Frédéric a mis à disposition du coup les informations de contact qui vous permettent, vous, éventuellement, d'aller plus loin avec lui et d'engager potentiellement des projets, puisque toutes ces prédispositions et toute son expertise est affichée à l'écran. J'en profite, même si effectivement on a débordé, Elisabeth est déjà dans la salle d'attente, je la vois, mais il y avait quelques questions qui avaient été posées. Je pense que je peux réussir à les faire afficher de cette manière-là. Alors, on revient un peu en arrière, mais… De la date choisie. Alors, non, deux choses. Le principe, c'est que pour les convocations en réunion de CSE, c'est effectivement laissé à la disposition de l'employeur. Maintenant, l'employeur doit faire en sorte de fixer des dates de réunion et des horaires de réunion qui permettent au maximum d'élus, voire tous les élus, de participer à la réunion, notamment quand on a des élus qui sont en travail posté ou qui travaillent loin, il doit faire en sorte que les élus puissent participer. Après, sur la date en elle-même, non, il n'y a pas de règle légale. Le principe, c'est qu'il va falloir respecter les 72 heures entre l'envoi de la convocation, enfin la transmission de l'ordre du jour, pardon, et la tenue de la réunion. Après, vous pouvez avoir des règles fixées dans un accord d'entreprise. Dans le cas de la création de CSE, alors ça, normalement, dès que vous passez le seuil, on doit vous donner tout ce qui est la partie documentation économique. C'est sur la BDS, par contre, où c'est plus compliqué parce que normalement, on vous prévoit une rétroactivité sur les 3 ans pour les informations. Là, si vous venez de passer seulement le seuil, vous aurez que l'année où vous étiez à 50 salariés. Ok, la question est passée, la question est répondue. Merci Frédéric. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, engager des procédures, sûrement pas, mais engager des actions. Avoir un accompagnement. C'est ça, avoir un accompagnement, action de formation. Du coup, sur des CSE de toute taille, vous n'avez pas forcément évoqué votre domaine d'expertise d'un point de vue taille d'entreprise. Alors, le cœur de métier, moi, j'interviens beaucoup sur les 300 et plus. Maintenant, très clairement, je suis tout type de domaine parce que je travaille dans l'industrie, dans la pharmacie, dans l'intérim. Je suis vraiment multidomaine et j'ai aussi quelques petits CSE 200 et 200 avec qui je travaille. Même si le plus gros, c'est effectivement 300 et plus parce que c'est là où on a le plus de sujets. Je suis sur tout type de taille de CSE. Merci Frédéric, je vous laisse… Merci Émeric, bonne continuation. À plus tard Elisabeth.